Bonjour. Savez-vous que les procès des animaux étaient très fréquents au Moyen Âge? Après un procès tenu en bonne et due forme, les animaux, confrontés à la justice des hommes pour de multiples motifs, étaient souvent condamnés à la potence ou au bûcher. Par ailleurs, l'Église étendait les excommunications des hommes aux animaux, rats, taupes, mais aussi poissons, mouches et sauterelles. En fait, tous les membres de la faune pouvaient être excommuniés, même les hannetons. En Suisse, dans les années 1400, des hannetons ayant infecté le territoire et occasionné indirectement une famine dans la région de Lausanne seront cités devant un tribunal ecclésiastique. Comme ils ne se présentèrent pas devant la cour ecclésiastique, l'évêque de Lausanne les condamna par contumace. Ils furent excommuniés, proscrits au nom de la Sainte Trinité et condamnés à sortir de toutes les terres du diocèse de Lausanne. C'est ce même évêque qui présida un procès intenté à des sangsues. Des sangsues sommés par la justice de ne plus s'en prendre aux poissons, et un autre contre des charançons qui ravageaient les vignobles. En 1277, ce sont les anguilles du lac Léman qui sont sur la sellette. Comme elles sont prolifiques, l'Église leur donne l'ordre de quitter le lac. Mais elles y restèrent, et il fallut sévir. Elles furent convoquées devant le tribunal religieux, mais elles ne vinrent pas se présenter, comme on peut l'imaginer. Et l'évêque, Robert de Genève, fut donc obligé de les reléguer à un endroit précis du lac où elles n'osèrent plus sortir. À Marseille, en 1596, le port fut obstrué, non par une sardine, mais par une quantité prodigieuse de dauphins, et l'on ne s'explique toujours pas de nos jours ce phénomène étrange. Toute circulation de bateaux était devenue impossible et on ne savait pas comment parvenir à s'en débarrasser. Les pouvoirs publics étaient impuissants à résoudre ce problème. L'Église prit donc l'affaire en main et menaça les dauphins d'excommunication, sans grand succès d'ailleurs. Le cardinal légat Aquaviva, qui résidait à Avignon, délégua alors l'évêque de Cavaillon pour les exorciser. Le prélat partit sur le champ à Marseille et se rendit aussitôt au port pour procéder à l'exorcisme en présence de l'évêque Monseigneur Haguenau, ainsi que des échevins et des magistrats de la ville, et sous le regard d'une foule considérable de curieux. L'évêque de Cavaillon, du haut d'un promontoire, s'adressa directement aux dauphins d'un ton péremptoire et défense leur fut faite de rester dans le port. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le message fut entendu 5 sur 5, et les dauphins disparurent aussi rapidement qu'ils étaient apparus, et ils ne revinrent plus. La procédure pénale pratiquée au Moyen Âge contre les animaux était sensiblement la même que celle employée à l'égard de l'homme, et toutes les formalités de celle-ci étaient scrupuleusement observées. Le juge entendait les témoins, et à la fin du procès, la sentence était signifiée à l'animal lui-même dans sa prison. Après quoi, en cas de condamnation à mort, le bourreau était appelé, parfois de très loin, pour procéder à l'exécution. L'exécution des arrêts se faisait publiquement et avec la même solennité que pour les criminels humains. Généralement, le propriétaire de l'animal condamné, ainsi que la famille de ou des victimes, étaient tenus d'y assister. Les frais d'exécution étaient supportés par le maître de la bête, et ces frais étaient généralement assez conséquents. On infligeait quelquefois à l'animal la loi du talion. La peine de mort était encore prononcée contre tout animal qui avait servi à l'accomplissement par une personne de certains actes honteux, comme la zoophilie.
Dans ce cas, c'était le supplice du feu et la personne coupable était brûlée avec son complice, l'animal. Mais les animaux jugés l'étaient le plus souvent pour avoir blessé un homme ou une femme et causé leur mort. J'ai évoqué ici même la mort du prince Philippe, fils du roi Louis VI le Gros, dont le cheval avait chuté après avoir heurté un cochon qui fut probablement jugé et mis à mort. 9 fois sur 10, les procès impliquaient les cochons, considérés à cette époque comme les plus proches de l'homme, avec les ours et les singes. Les cochons étaient jugés pour vol, pillage, accident, et après le rappel des faits, le cochon accusé était sommé de présenter sa défense et de répondre à l'accusation. Le problème est que le langage manquait généralement au cochon, mais il était assisté d'un avocat chargé de répondre aux questions en son nom et d'assurer sa défense. Quelquefois, il était jugé aussi pour homicide et infanticide. En 1386, à Falaise, en Normandie, une truie s'étant montrée particulièrement cruelle envers un enfant, le juge ordonna qu'avant d'être pendue, elle fût mutilée à la tête et à la jambe. On lui coupa le groin, à la place duquel on appliqua un masque de figure humaine. Puis elle fut pendue et brûlée. En 1557, à Saint-Quentin, un pourceau fut condamné à être enfoui tout vif dans une fosse pour avoir dévoré un petit enfant à l'hôtel de la Couronne. Quelque temps plus tard, une truie est accusée, elle aussi, d'avoir mangé un nouveau-né. Et un document se fit l'écho de l'événement, dénonçant le sinistre repas qu'elle partagea avec ses 6 porcelets. La truie, reconnue coupable, à l'inverse de ses petits, subira la torture suite à un procès en bonne et due forme. Le greffier nota qu'elle avoua. Elle fit quelque chose comme ce qui fut interprété comme une reconnaissance de sa culpabilité. Après la sentence, toute une mise en scène accompagnait toujours le chemin de l'animal vers l'échafaud. Afin que l'exécution serve de mesure préventive et que les animaux comprennent les risques qu'ils encouraient en croquant ainsi des petits d'hommes, un banc de cochons assistait au supplice de leurs congénères. Qu'ils soient religieux ou pénaux, les procès d'animaux vont perdurer jusqu'au XVIIIe siècle et même au-delà. Sous la Révolution française, en avril 1794, en pleine terreur, une famille de Béthune et son perroquet se retrouvèrent devant le tribunal révolutionnaire. L'oiseau avait pris, semble-t-il, la fâcheuse habitude de crier « Vive le roi !» ce qui rendait ses maîtres coupables d'être anti-révolutionnaires. Le procès fut rondement mené, et la petite famille, malgré leurs supplications, ne parvint pas à échapper à la guillotine. En revanche, comme l'enfant du Temple, l'infortuné Louis XVII, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, avait été retiré de ses parents pour qu'on en fasse un bon sans-culotte, le perroquet fut retiré de la famille et remis à la citoyenne Lebon, chargée de lui apprendre à crier « Vive la nation! Vive la République !» Je vous disais que les procès d'animaux allaient perdurer jusqu'au XVIIIe siècle. Toutefois, j'ai le souvenir d'une anecdote que l'on m'a racontée dans ma jeunesse concernant des procès d'animaux, à la différence près que les animaux n'étaient pas sur le banc des accusés, mais sur celui des plaignants. Vers le milieu de la seconde partie du siècle dernier, en Suisse, les producteurs du célèbre gruyère se trouvèrent confrontés à un gros souci.
leur fameux fromage n'avait presque plus les trous qui faisaient sa renommée. Ils en étudièrent les raisons et s'aperçurent que les vaches qui se trouvaient dans les pâturages situés non loin des voies ferrées étaient bien involontairement à l'origine de ce problème. En effet, ces braves bovidés, habitués à paître paisiblement en regardant passer les trains, dont le rythme était lent et constant, étaient perturbés depuis quelque temps par l'arrivée de nouveaux trains rapides dont la vitesse leur procurait une sorte de torticolis et affectait leur psychisme. Par l'intermédiaire de leurs éleveurs, ces vaches, responsables de la production de lait, portèrent donc plainte auprès des tribunaux contre la société de chemin de fer suisse. Il me semble que la dite société fut condamnée à poser des haies boisées à la lisière des champs perturbés, afin que ces dames ne puissent plus voir passer les trains responsables de tous leurs maux. Et leur merveilleux gruyère retrouva tous ses trous. Je vous remercie.